La Fédération mondiale de l'hémophilie a produit un ensemble de lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie. Il s'agit de la 3e édition. Les lignes directrices peuvent être téléchargées gratuitement sur le site de la FMH ainsi que dans le journal en bas de page. Je vais vous décrire le chapitre 4 des lignes directrices pour l'hémophilie, c'est-à-dire le chapitre sur l'évaluation génétique. Les auteurs qui ont contribué au chapitre 4 pour les évaluations génétiques sont Megan Sutherland, Carlos de Brasi, Barbara Konkel, Srimati Shetty, Glenn Pierce et Alok Srivastava. L'évaluation génétique de l'hémophilie est importante pour définir la biologie de la maladie et identifier les variantes génétiques qui la sous-tendent. Elle est importante pour établir le diagnostic dans les cas difficiles, par exemple lorsque le phénotype de la maladie dans un cas index n'est pas connu. Elle est aussi importante pour permettre l'identification d'une variante génétique permettant de prédire le risque de développement d'un inhibiteur et elle peut également identifier les variantes qui pourraient répondre à différentes thérapies. L'évaluation génétique est importante pour identifier les femmes porteuses et les personnes à risque au sein d'une famille porteuse de l'hémophilie et elle nous permet de fournir un diagnostic prénatal. La FMH a formulé un certain nombre de recommandations concernant les personnes qui devraient être orientées vers un test génétique de l'hémophilie. Dans le cas des personnes dont l'hémophilie est soupçonnée ou établie, nous recommandons de procéder à un dépistage des variantes génétiques du facteur 8 ou du facteur 9. Avant de procéder au dépistage, il faut effectuer un dépistage phénotypique afin de déterminer les niveaux de coagulation du facteur 8 ou du facteur 9. Ainsi, nous pourrons déterminer quel gène est impliqué et quelle gravité de l'hémophilie nous recherchons. Après avoir identifié les variantes sous-jacentes à l'origine de la maladie dans le cas index, nous pouvons proposer un test aux porteurs obligatoires et aux femmes à risque au sein de ces familles, ce qui peut ensuite être utilisé comme outil de diagnostic prénatal. Pour les femmes symptomatiques qui présentent un faible taux phénotypique de facteur 8 ou de facteur 9 de coagulation, nous pouvons proposer un test génétique pour identifier s'il existe une cause génétique sous-jacente du gène du facteur 8 ou 9 qui est à l'origine de ces taux. Chez ces personnes, en plus des niveaux phénotypiques du facteur 8 ou 9 de coagulation, nous voudrions également dépister les niveaux d'antigènes et d'activité du facteur Willebrand, car cela pourrait faciliter l'interprétation des résultats génétiques en aval. Avant de proposer un test génétique à une de ces personnes, nous devons entreprendre une consultation génétique détaillée qui devrait être effectuée par un conseiller en génétique, si disponible, et sinon par un médecin ayant des connaissances en génétique de l'hémophilie. L'objectif du conseil génétique est d'obtenir le consentement éclairé du patient, de ses parents ou de son tuteur légal, de fournir des informations sur le test génétique et d'expliquer pourquoi nous le faisons. Le conseil génétique doit décrire les limites expérimentales des résultats moléculaires et doit également inclure le fait que l'on peut ne pas trouver de variante génétique. La possibilité de découverte fortuite dans d'autres gènes, en fonction de la méthodologie utilisée, doit également être mentionnée lors de la séance de conseil génétique. L'approche du dépistage génétique de l'hémophilie varie selon les individus qui sont orientés vers ce test génétique. Chez les cas index, lorsqu'ils sont orientés vers un génotypage, on cherche à connaître le phénotype sous-jacent, ce qui peut les diviser en différents groupes.
qui informeront ensuite le traitement en aval pour le test génétique. Chez les patients atteints d'hémophilie A sévère avec un taux de coagulation du facteur 8 inférieur à une UI par décilitre, ou chez ceux dont le niveau de coagulation est faible, limite ou modéré d'une UI par décilitre, nous allons traiter ces patients d'une manière particulière. Pour l'hémophilie A sévère, jusqu'à 45% des cas sont causés par la variante d'inversion de l'intron 22 du facteur 8. Et c'est une variante sous-jacente commune chez ces patients. Dans 2% de ces cas graves, l'inversion de l'intron 1 du facteur 8 est également en cause. Ainsi, lorsque nous avons un cas d'hémophilie A sévère, nous allons d'abord dépister ces mécanismes d'inversion. Nous allons également dépister les patients dont le taux de facteur 8 est faible ou modéré, soit une UI par décilitre. Si le dépistage de l'invasion de l'intron 22 ou de l'intron 1 est positif, alors nous répéterons cela sur un échantillon indépendant en utilisant un temps indépendant de cette méthode. Nous rendrons alors compte de ces résultats. Aucune autre analyse ne sera effectuée sur ces échantillons. Il suffit donc de dépister les inversions de l'intron 22 et de l'intron 1, car c'est la cause de l'hémophilie chez ces patients. Si ces mécanismes d'inversion ne sont pas détectés, nous ferons passer ces échantillons à une analyse plus poussée du gène du facteur 8. Nous ferons un dépistage complet du gène du facteur 8. Donc, le facteur 8 est situé sur le chromosome 10. Il est composé de 26 exons. Nous examinerons les 26 exons, les frontières du site d'épissage de l'exon et de l'intron, et nous rechercherons les régions non traduites 5' et 3'. En procédant ainsi, nous pouvons rechercher les petites variantes et les variantes structurelles du gène du facteur 8 qui sont à l'origine du phénotype de l'hémophilie A. Nous rechercherons les petites variantes, c'est-à-dire les substitutions d'un seul nucléotide, des petites délétions, des petites insertions ou duplications, et nous pourrons également rechercher des mutations de type frameshift. Si nous trouvons de petites variantes, nous pourrons alors le confirmer par un processus analytique indépendant qui peut être effectué par la même méthodologie ou par une méthodologie indépendante. Une fois cette confirmation effectuée, nous pourrons communiquer ces résultats aux cliniciens. Si nous ne trouvons pas de petites variantes chez ces patients, nous continuerons à chercher des variantes du nombre de copies. Nous pouvons le faire au moyen de diverses techniques de dosage génétique. Et je reviendrai sur les techniques dans un instant. Si nous trouvons une variante du nombre de copies chez ces patients, nous serons en mesure de la confirmer et de communiquer ces résultats. Les variantes du nombre de copies chez ces patients recherchent de grandes délétions ou duplications dans le gène du facteur 8. Si nous ne trouvons pas de variante de nombre de copies, nous avons parcouru pour ce patient sévère les inversions de l'intron 22 et de l'intron 1, et nous avons été négatifs pour les petites variantes dans le gène du facteur 8, négatifs pour les grandes variantes de nombre de copies dans le gène du facteur 8. Alors, nous n'avons pas été en mesure d'identifier une variante en utilisant la méthodologie actuelle. Nous pourrions prédire qu'il existe une variante intronique profonde au sein du facteur 8 qui pourrait être à l'origine du phénotype de leur maladie. Certaines méthodologies nous permettent de détecter des variantes introniques profondes, par exemple le séquençage parallèle massif ou le séquençage du génome entier. Mais ces techniques ne sont pas disponibles dans toutes les situations. C'est le cas pour le groupe des patients atteints d'hémophilie A sévère. Pour ceux qui sont atteints d'hémophilie A légère ou modérée, avec un taux d'1 à 5 UI par décilitre dans le cas des modérés et légère supérieure à 5 UI par décilitre, alors nous opterons
pour un dépistage complet du gène du facteur 8 en premier lieu. Ces groupes de patients ne sont associés à aucun mécanisme mutationnel commun. Nous recherchons donc le gène complet du facteur 8, c'est-à-dire les 26 exons, les frontières du site d'épistage et les régions non traduites des 5 et 3'. Là encore, nous suivons le schéma en recherchant les petites variantes. Puis, nous recherchons les variantes du nombre de copies chez ces personnes, c'est-à-dire les grandes délétions ou duplications. Pour les patients atteints d'hémophilie B légère, modérée ou sévère inférieure à 1 UI par décilitre de facteur 9, modérée comprise entre 1 et 5 UI par décilitre de facteur 9 et légère supérieure à 5 UI par décilitre, nous procédons au dépistage complet du gène du facteur 9. Encore une fois, il n'y a pas de mécanisme mutationnel commun associé au facteur 9, donc nous recherchons d'abord les petites variantes. Le gène du facteur 9 se trouve à nouveau sur le chromosome 10. Il est constitué de 8 exons. Nous ferons le séquençage des 8 exons, des frontières des sites d'épissage intron-exons et des régions non traduites 5' et 3'. Et là encore, nous rechercherons les petites variantes et les substitutions d'un seul nucléotide, les petites délétions, insertions ou duplications. S'ils sont positifs, nous rapporterons que nous avons trouvé une mutation du gène du facteur 9 associé au phénotype du facteur 9. Si ce n'est pas le cas, nous recherchons alors des variantes du nombre de copies. Il s'agit donc de petites ou grandes délétions ou duplications dans le gène de l'hémophilie B. Les variantes du nombre de copies peuvent aller d'un seul axone au gène complet. Ce sont donc les groupes que nous venons de décrire pour les cas index. Une fois que nous avons identifié la variante dans un cas index, nous pouvons passer au dépistage des porteurs obligatoires de ces individus, ainsi que des femmes à risque dans ces familles. Si nous connaissons la variante sous-jacente dans une famille, nous nous contenterons de rechercher cette variante dans le cadre de nos études familiales. Nous recherchons donc la variante familiale. Nous allons simplement procéder à un dépistage ciblé chez ces personnes. Si ce dépistage ciblé est positif, nous pourrons alors dire qu'ils sont porteurs de la variante familiale de l'hémophilie, qu'il s'agisse de l'hémophilie A ou B. Chez ces personnes, si nous ne trouvons pas les variantes familiales sous-jacentes, nous adopterons des stratégies différentes. Par exemple, s'il s'agit de la mère d'un cas index, pour lequel nous n'avons pas trouvé les variantes familiales, nous devons envisager le mosaïcisme. Il peut s'agir d'une mosaïque germinale ou somatique pour les mutations en question. Il se peut donc qu'elle ne soit pas porteuse de la mutation dans ses cellules sanguines périphériques, mais qu'elle l'est dans ses cellules germinales. Une diapositive plus loin traite de ces domaines dans lesquels nous ne trouvons pas la mutation familiale ou pas de mutation chez un individu particulier. Les méthodologies que nous pouvons utiliser pour dépister les différentes variantes du facteur 8 ou du facteur 9 peuvent varier considérablement et il existe de nombreuses méthodologies différentes. Pour le dépistage des inversions de l'intron 22 et de l'intron 1, nous pouvons utiliser par exemple le transfert de Southern, la PCR réaction en chaîne par polymérase longue ou la PCR à décalage inverse. Lorsque l'on choisit une méthodologie à utiliser, on doit être conscient de la sensibilité et de la spécificité de l'approche pour détecter les cibles. Pour le dépistage des petites variantes, on peut faire un PCR et un séquençage de Sanger, un séquençage de nouvelle génération ou du génome entier, par exemple, pour détecter ces petites variantes. Mais là encore, ce sont les ressources dont nous disposons qui déterminent les tests à effectuer. L'approche et l'utilisation d'une technique spécifique dépendront des ressources techniques disponibles.
Dans les endroits où ces ressources sont limitées, il peut être approprié d'effectuer une approche de dépistage rentable avant le séquençage sans gère du gène complet du facteur 8. Pour détecter les variantes du nombre de copies, nous pouvons utiliser des techniques telles que la MLPA, qui signifie amplification multiplexe de sondes dépendant d'une ligation. Il s'agit d'une technique de dosage des gènes et on peut également utiliser le séquençage de nouvelle génération pour détecter ces grandes variantes du nombre de copies, mais là encore, cela dépend des ressources qui sont disponibles dans votre région. Autre considération technique lors du choix des techniques d'analyse ainsi que de la sensibilité et de la spécificité de l'approche utilisée. Nous devons être conscients du délai d'exécution pour produire un rapport d'interprétation dans le temps prévu pour ce test. Tous les résultats doivent être confirmés par un test analytique indépendant de l'échantillon d'ADN. Il s'agit soit d'un test répété, soit d'une méthode indépendante. Une des indications de l'évaluation génétique est de permettre la facilitation du diagnostic prénatal pour les familles où il est indiqué et nécessaire. Il est important de connaître et de suivre les lois pertinentes qui régissent le conseil génétique, le diagnostic génétique préimplantatoire et le diagnostic prénatal dans les pays où les services sont fournis. Les raisons du diagnostic prénatal sont de mettre fin à un fœtus de sexe masculin si cela est souhaité. Nous pouvons l'utiliser pour guider la prise en charge de l'accouchement du bébé et pour prédire le risque de développement d'inhibiteurs et la réponse à l'induction de la tolérance immunitaire chez les personnes atteintes. Pour établir un diagnostic prénatal, nous devons connaître les variantes sous-jacentes associées au facteur 8 ou au facteur 9 chez la femme enceinte porteuse du trouble. Chez les femmes dont nous ne connaissons pas la variante sous-jacente, nous ne proposerons pas de diagnostic prénatal. Le conseil à ces personnes devrait inclure une discussion sur le risque de la procédure de diagnostic prénatal pour la grossesse. Par exemple, elle pourrait provoquer une fausse couche ou un accouchement précoce. Le diagnostic prénatal peut être effectué soit en début de grossesse par prélèvement de villosité choriale ou par amniosynthèse, soit en fin de grossesse par amniosynthèse en fin de gestation. Au cours du processus de prélèvement de l'échantillon pour le diagnostic prénatal, il est possible qu'une certaine contamination maternelle se retrouve dans cet échantillon. Il est donc important pour nous, dans les laboratoires de génétique, de tester la contamination cellulaire maternelle de l'échantillon fœtal afin de produire un résultat de diagnostic valide. Il existe différentes méthodes pour effectuer ce test de contamination cellulaire maternelle. Une fois que nous avons identifié la variante sous-jacente du gène du facteur 8 ou 9, nous devons classer cette variante pour déterminer si elle est à l'origine du trouble hémophile. La FMH recommande que les variantes soient classées selon les directives de l'American College of Medical Genetics and Genomics, de l'ACMG ou de l'ACGS pour la classification génétique des variantes. Celle-ci identifie les variantes comme étant soit pathogènes, vraisemblablement pathogènes, d'importance incertaine, vraisemblablement bénignes ou bénignes, selon les preuves qui poussent cette variante à être la cause de la maladie ou non.
La FMH recommande également que les variantes soient décrites à l'aide de la nomenclature de la Human Genome Variation Society. Il s'agit d'une nomenclature normalisée pour la description des variantes, de sorte qu'une variante détectée dans une région peut ensuite être interprétée dans une autre région. Pour le fait de fournir la nomenclature héritée correspondante pour le facteur 8 ou le facteur 9 peut également être utile aux médecins pour la comparaison avec les rapports cliniques de patients ou de familles précédents, car les nomenclatures ont varié au fil du temps. Nous avons classé la variante, nous devons produire maintenant un rapport d'interprétation. Ce rapport doit être clair et concis et contenir certaines informations. Nous devons fournir des informations sur le patient qui identifie cet individu pour cet échantillon sur le rapport. Nous devons inclure le nom du patient, sa date de naissance, le nom du médecin qui l'a prescrit, la date de prélèvement de l'échantillon, son diagnostic phénotypique. Nous avons également besoin de leur niveau de facteurs de base afin de pouvoir effectuer les tests. De plus, si les antécédents familiaux sont disponibles, ils peuvent nous renseigner sur le mode d'hérédité de la maladie. Le rapport doit inclure une description de l'essai et il est assez courant que celle-ci se trouve dans la note de bas de page du rapport afin qu'elle ne nuise pas au message du rapport destiné au médecin. La description doit inclure des références à la littérature si cela est applicable. Elle doit également indiquer les limites du test et celles de la méthodologie. La séquence génomique de référence qui a été utilisée pour l'analyse doit également être décrite sur le rapport, car les séquences génomiques de référence peuvent à nouveau varier dans le temps. Les résultats doivent être clairs et concis et ne pas prêter à confusion ou à conflit pour les médecins. Ils doivent inclure la variante d'ADN qui a été décrite et dans quel gène, et ils doivent être décrits dans la nomenclature HGVS en utilisant la classification des variantes de l'ACMG. L'interprétation des résultats des tests doit être claire et concise et utile au médecin qui les a demandés. Ils doivent inclure des recommandations pour les tests de suivi s'ils sont indiqués et toutes les implications des résultats des tests pour les patients et les membres de leur famille. Il convient de souligner l'importance du rôle du conseil génétique pour ces patients. Il est essentiel que le clinicien prescripteur et le scientifique chargé du rapport puissent communiquer sur les résultats du génotype rapporté et sur les conséquences phénotypiques potentielles pour ce patient. Les lignes directrices contiennent des recommandations sur les stratégies à adopter si une variante causale n'a pas été détectée lors de l'analyse génétique. Chez 0,6% des patients atteints d'hémophilie sévère, chez 2,9% des patients atteints d'hémophilie légère ou modérée et chez 1,1% des patients atteints d'hémophilie B légère ou modérée, aucune variante causale n'a été détectée dans les régions essentielles du gène du facteur 8 ou du facteur 9. Chez ces patients dont le diagnostic d'hémophilie est solidement établi, mais chez lesquels aucune variante du facteur 8 ou du facteur 9 n'est détectée à l'aide des technologies de diagnostic actuelles, d'autres causes génétiques doivent être envisagées. Par exemple, des variantes introniques profondes qui ne peuvent pas être détectées actuellement. Comme je l'ai mentionné précédemment, il serait possible de les détecter grâce au séquençage parallèle massif ou au séquençage du génome entier. Mais ces technologies ne sont pas toujours disponibles. Pour les parentes à risque de personnes atteintes d'hémophilie chez qui la variante familiale n'est pas détectée, par exemple chez la mère d'un cas index d'hémophilie sévère, lorsque la mère ne semble pas porter les variantes génétiques,
la possibilité d'un mosaïcisme doit être envisagée. Il s'agirait donc d'un mosaïcisme germinal ou somatique et cela doit être discuté lors du conseil génétique. Il est important de le souligner dans nos rapports d'interprétation ainsi que dans ceux du laboratoire génétique. Pour les personnes atteintes d'hémophilie A, chez qui le mode d'hérédité n'est pas concluant et chez qui aucune inversion ou variante n'est détectée, d'autres diagnostics potentiels doivent être examinés. Par exemple, le cas de la maladie de Willebrand de type 2N qui se caractérise par des taux de facteur 8 plus faibles, une déficience combinée en facteur 5 et en facteur 8 ou d'autres types de maladies de Willebrand. Les modes d'hérédité de ces troubles sont différents de ceux de l'hémophilie A. Il est donc important pour nous de les distinguer génétiquement. Pour les femmes symptomatiques présentant de faibles taux phénotypiques de facteur 8 ou de facteur 9, chez qui nous ne trouvons qu'une seule variante pathogène, nous pourrons être en mesure de réaliser des tests d'investigation pour les schémas d'activation du chromosome X. Mais là encore, ce n'est que si le résultat est résolu. Mais encore une fois, cela n'est possible que si ces tests sont disponibles localement, ce qui est limité dans certaines régions du monde. L'assurance qualité est un terme génétique utilisé pour décrire toutes les mesures prises pour garantir la fiabilité des tests et des rapports de laboratoire. Dans le cas des tests génétiques, elle couvre l'ensemble du processus de l'extraction de l'ADN à l'interprétation de la variante et à la production du rapport d'interprétation, en passant par le processus analytique. Les laboratoires de diagnostic génétique doivent être soumis à une accréditation périodique, si elle est disponible, par un organisme agréé. L'accréditation évalue la conformité aux normes internationales. Cela garantit un service de diagnostic de haute qualité. Le contrôle interne de la qualité des tests génétiques doit également être effectué et enregistré de façon routinière au sein du laboratoire. Cela garantit la robustesse de ces tests et des processus continus. Les laboratoires doivent participer à des programmes d'évaluation externe de la qualité, EQAS, pour les tests génétiques qu'ils fournissent. Cela peut se faire par le biais d'un EQAS formel ou d'un échange informel d'échantillons entre laboratoires. J'ai maintenant quelques cas de figure, juste pour rappeler le processus de dépistage des tests génétiques. Le premier est le cas d'hémophilie A sévère. L'homme K-index a un niveau phénotypique de facteur 8 de coagulation inférieur à 1 UI par décilitre. Il n'y a pas d'antécédent familial d'hémophilie. Selon l'organigramme, le premier test que nous ferons sera de dépister le mécanisme d'inversion de l'intron 22 du facteur 8. En effectuant ce test, nous avons identifié une homozygosie pour cette variante chez ce patient. Cela a été confirmé par des tests répétés de l'échantillon d'ADN. Comme nous avons identifié la cause génétique sous-jacente, aucun autre test génétique n'a été nécessaire chez cette personne. Les recommandations du rapport étaient que cet individu est homozygote pour l'inversion de l'intron 22 du facteur 8 et que cela est cohérent avec le diagnostic d'hémophilie A sévère. Cette information peut être utilisée, si nécessaire, dans des études de porteurs féminins pour cette famille. Le deuxième scénario est un cas d'hémophilie B. Il s'agissait d'un homme K-index atteint d'une hémophilie B légère. Son taux phénotypique de facteur 9 de coagulation était de 10 UI par décilitre. Nous avons effectué un dépistage complet du gène du facteur 9 par PCR et séquençage sans GER. Grâce à ce processus, nous avons identifié un hémizygote dans l'exon 4 du facteur 9. Cette variante a été décrite ici.
Selon la nomenclature HGVS, le facteur NM est notre numéro de séquençage de référence qui a été utilisé pour analyser cette variante. La numérotation de l'ADN C y est spécifiée. Ainsi, dans l'ADN C, à la position 316, un G a été substitué à un A, ce qui donne C.316G supérieur à A. Cela signifie qu'au niveau de la protéine, l'acide aminé glycine en position 106 a été remplacé par un acide aminé sérine. Cela est identifié ici comme P, entre parenthèses, gly 106, ser. Nous avons effectué une classification de cette variante selon les critères de l'ACMG. En conséquence, nous avons pu identifier cette variante comme une variante pathogène. Elle est extrêmement rare dans la population générale et a été rapportée à plusieurs reprises chez des individus affectés dans différentes populations géographiques. Il existe un faible taux de variation faux sens bénigne dans le facteur 9. Des preuves informatiques obtenues à l'aide de différents logiciels ont confirmé un effet délétère sur la protéine dû à ce changement d'acide aminé. Le phénotype du patient est également très spécifique du gène. Le faible taux de facteur 9 est hautement spécifique du gène du facteur 9. Nous pourrons donc également appliquer ce critère. Grâce à toutes ces preuves réunies, nous pouvons identifier que cette variante est pathogène. Par conséquent, dans le rapport d'interprétation, nous pourrons identifier que cette personne est hémizygote pour une variante pathogène du facteur 9, ce qui correspond à son phénotype d'hémophilie B légère. Cette information peut être utilisée si nécessaire dans le cadre d'études de porteurs féminins au sein de cette famille. Pour le scénario suivant, nous avions un patient atteint d'hémophilie A sévère dont le taux de facteur 8 était inférieur à 1 UI par décilitre et qui avait déjà été identifié comme étant positif pour l'inversion de l'intron 22 du facteur 8. Nous avons demandé un échantillon pour sa mère afin de déterminer son statut de porteuse et il s'est avéré qu'elle n'était pas porteuse de la variante familiale. Bien que cela réduise la probabilité qu'elle soit porteuse de l'hémophilie A, la possibilité qu'elle soit une germinale ou une mosaïque somatique pour les variantes ne peut pas être exclue. Ainsi, le risque d'avoir d'autres enfants atteints est réduit, mais ne peut pas être totalement exclu. Une consultation génétique est donc extrêmement conseillée pour cette personne. Le dépistage prénatal est conseillé pour toutes les grossesses futures et toutes les grossesses doivent être identifiées comme étant des grossesses à risque. En résumé, l'analyse du génotype doit être proposée à toutes les personnes atteintes d'hémophilie et aux membres féminins à risque de leur famille, comme indiqué dans les diapositives précédentes. Le conseil génétique pour les personnes atteintes d'hémophilie et leur famille est une condition essentielle avant le test génétique afin de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin et de leur fournir un consentement éclairé pour le processus. Les laboratoires de diagnostic génétique doivent respecter des protocoles et des procédures strictes pour produire des résultats sensibles, spécifiques et solides. L'interprétation des résultats des tests génétiques doit être effectuée par des scientifiques ayant des connaissances et une expertise en génétique de l'hémophilie. Le clinicien qui prescrit le test et le scientifique qui l'interprète doivent avoir une bonne communication et être disponibles pour discuter des conséquences phénotypiques potentielles du génotype rapporté. Je tiens à remercier les co-auteurs pour leur contribution à l'élaboration de ce chapitre sur l'évaluation génétique pour les lignes directrices de la FMH. Je vous remercie pour votre attention.